Bonjour, on va voir aujourd'hui un cours qui va porter sur la pathologie fonctionnelle de l'œsophage. Alors on passe rapidement sur le plan. Alors, pour définir ces anomalies, ces troubles moteurs de l'œsophage, il faut savoir que c'est des anomalies manométriques du corps de l'œsophage, du corps et des sphincters de l'œsophage qui vont entraver la progression du bol alimentaire. Ils peuvent être primitifs ou bien secondaires. Leur maître symptôme, c'est la dysphagie ou bien les douleurs thoraciques pseudo-angineuses. L'examen de référence est actuellement la manométrie de haute résolution. Mais il faut au préalable avoir éliminé une affection organique par la réalisation d'une endoscopie haute. Donc le traitement, il n'est que symptomatique. Donc on va voir quelques rappels anatomo-histologiques puis physiologiques. Donc pour dire que l'œsophage, c'est un organe tubulaire, musculo-membraneux, revêtu d'un épithélium malpighique et il est long d'environ 25 cm. Il comporte un sphincter supérieur, donc constitué de fibres musculaires striées, un corps, donc avec ses deux couches musculaires, la circulaire interne et la longitudinale externe. Donc la musculature striée, elle siège au niveau du tiers proximal, la musculature lisse au niveau des deux tiers distaux. Le sphincter inférieur, donc ça correspond à un épicissement musculaire sur environ du bas œsophage sur environ 4 cm. Et l'innervation, donc elle est de deux types. Elle est intrinsèque et extrinsèque. Alors l'extrinsèque, elle est assurée par le nerf vague ou le pneumo gastrique. Et l'intrinsèque, c'est les plexus nerveux autonomes. Alors le rappel physiologique, donc au repos, il faut savoir que l'œsophage est fermé à ses deux extrémités grâce à la contraction tonique des deux sphincters pour protéger les voies aériennes supérieures et le bas œsophage d'un éventuel reflux. Au moment de la déglutition, il y a une onde péristaltique qui va parcourir l'œsophage de haut en bas à une vitesse de 3 à 4 cm par seconde. Et c'est cette onde péristaltique qui va propulser le bol alimentaire donc de la bouche à l'estomac. Donc ensuite, il y a le contrôle de cette motricité se fait de façon coordonnée entre la musculature striée et la musculature lisse. Donc la séquence péristaltique, elle est également sous la dépendance du poumon gastrique et de l'innervation intrinsèque. Donc cette innervation intrinsèque, elle est représentée par le plexus mi-entérique, ce qu'on appelle le plexus d'Auerbach, qui intervient dans le contrôle de la motricité. Et elle intervient également grâce au plexus sous-muqueux, c'est le plexus de Meissner, qui intervient dans le contrôle de la vasomotricité et des sécrétions intestinales. Et les plexus sont reliés, au système nerveux autonome extrinsèque. Alors pour résumer, cet œsophage, donc, il va permettre la propulsion des aliments du pharynx vers l'estomac. Et de ce fait, c'est un élément principal de la barrière anti-reflux. Alors, on va essayer de faire une classification, donc de proposer une classification des troubles moteurs de l'œsophage, donc qui peuvent être primitifs ou bien secondaires. Alors, les principaux diagnostics ou bien les principaux troubles les mieux caractérisés en clinique, c'est l'achalasie, la maladie des spasmes diffus et l'œsophage casse-noisette. C'est ce qu'on va étudier dans ce cours. Et pour les troubles moteurs secondaires, donc c'est généralement secondaire à une collagénose, à une maladie de système, à des agents chimiques ou bien physiques, à des désordres neuromusculaires ou bien des endocrinopathies type diabète. Alors, on va commencer par les troubles moteurs primitifs. Et en premier, c'est l'achalasie. Il faut savoir que l'achalasie, c'est le trouble moteur le plus caractérisé, le mieux étudié en clinique. Alors, sa définition n'est autre qu'une définition manométrique. Donc, c'est avec absence de péristaltisme du corps de l'œsophage, une hypertonie du SIO donc au repos et donc une relaxation incomplète, l'absence de relaxation ou bien relaxation incomplète du SIO
lors de la déglutition. Donc sa pathogénie, elle est mal connue, donc c'est un défaut de l'innervation extrinsèque, donc avec l'énervation du sphincter inférieur avec hypertonie basale et relaxation incomplète, et un apéristaltisme œsophagien en rapport avec la dénervation du corps de l'œsophage. Alors il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer cette dénervation. Il y a des lésions qui sont peut-être induites par des agents infectieux, et le plus incriminé, c'est le virus l'herpès simplex, qui va entraîner donc une réponse inflammatoire auto-immune sur un terrain particulier, sur un terrain génétique particulier. Et on a évoqué également un processus neuronal dégénératif. Alors pour ce qui est des symptômes, alors on peut avoir une dysphagie paradoxale, une stase alimentaire avec des régurgitations, des pneumopathies d'inhalation ou bien des douleurs thoraciques. Alors pour les examens complémentaires, donc on va commencer tout d'abord par un téléthorax qui permet de rechercher l'absence de poche à air gastrique. Donc vous voyez sur le cliché, donc il n'y a pas de poche à air gastrique. Ensuite, l'élargissement du médiastin paracardiaque droit. Et parfois, il y a des niveaux hydroaériques médiastinales qui témoignent de la stase alimentaire. Et on peut avoir des complications bronchopulmonaires, donc un type de toux nocturne d'infection bronchopulmonaire qui vont être objectivés sur le téléthorax, un type de bronchopneumopathie. Ensuite, deuxième examen, c'est le transit baryté de l'œsophage qui va montrer des images caractéristiques. Donc, c'est soit un type de dilatation, vous voyez, c'est un œsophage très dilaté, dilatation de l'œsophage, ou bien un aspect effilé, allongé de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle un aspect en radis, en queue de radis, ou bien un aspect en chaussette. Alors, la fibroscopie digestive haute, donc c'est un examen qui reste primordial, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, ça va montrer un œsophage, donc la dilatation œsophagienne, avec présence de débris alimentaires qui témoignent de la stase. Parfois, il y a un spasme, généralement, il est inconstant, donc il y a un spasme de l'œsophage, qui témoigne de l'hypertonie du SIO, c'est ce qu'on appelle le signe du ressaut. Alors, et on retrouve généralement un aspect en rosette, vous voyez ces stries longitudinales, c'est ce qu'on appelle un aspect en rosette du cardia. Cet examen, donc il est capital, ça permet de compléter l'exploration gastrique et donc à la recherche d'une éventuelle néoplasie œsogastrique et de compléter l'examen par des biopsies. On arrive maintenant au gold standard en matière de diagnostic, c'est la manométrie de haute résolution. Alors, donc ça va montrer les anomalies manométriques décrites, à savoir l'apéristaltisme, la pression, l'hypertonie du SIO et la relaxation incomplète ou bien l'absence de relaxation du sphincter inférieur lors de la déglutition. Il faut savoir que deux critères diagnostiques suffisent pour poser le diagnostic avec une sensibilité à 90%. Alors, on a dit tout à l'heure que la manométrie, le gold standard en matière de diagnostic est devenu actuellement la manométrie de haute résolution. Alors, donc, par rapport à la manométrie conventionnelle, donc elle est d'accès actuellement difficile chez nous, mais donc il faut savoir qu'elle est plus rapide et mieux tolérée. Donc elle va montrer, donc il y a deux zones, elle va montrer les deux zones de haute pression qui correspondent respectivement au sphincter supérieur de l'œsophage et donc à la jonction œsogastrique. Les mesures, il faut savoir que les mesures sont effectuées simultanément sur le pharynx et du pharynx à l'estomac,
Et donc, il y a en plus donc, de la représentation graphique, donc il y a une représentation graphique avec en couleur, donc qui vont montrer les variations de pression. Donc, donc ça facilite l'analyse, donc ça facilite l'analyse et même l'apprentissage de la technique. Donc, quand vous voyez là, donc dans l'achalasie, donc on note donc il y a l'apéristaltisme. Donc il y a l'apéristaltisme, donc il y a l'hypertonie du sphincter, donc hypertonie du sphincter inférieur, l'apéristaltisme du corps de l'œsophage. Alors l'évolution, elle est imprévisible, elle peut se faire par poussée déclenchée par le choc affectif ou bien des émotions. Elle peut être continue avec des périodes d'aggravation paroxystique. Alors, les complications, elles peuvent être locales, à distance ou bien générales. Les complications donc locales, c'est généralement l'œsophagite de stase, les diverticules, les fistules œsophagiennes, la greffe néoplasique. Donc c'est un risque évolutif qui est majeur, qui est de pronostic sévère. Il faut savoir que le risque de dégénérescence, il est quand même important, il est 4 à 6%, et surtout après une longue durée d'évolution supérieure à 17 ans. Et donc, généralement, cette greffe néoplasique elle est favorisée par la stase alimentaire et les réactions inflammatoires qui surviennent sur l'œsophage. Et son pronostic, généralement, il est péjoratif, donc il est sévère. Donc, les complications à distance, elles peuvent être respiratoires ou bien à type de bronchopneumopathie. Et les complications générales sont représentées par l'amaigrissement, la cachexie et voilà. Alors, le traitement, donc le but du traitement, c'est d'améliorer la vidange de l'œsophage, donc pour empêcher donc la stase alimentaire, diminuer l'hypertonie du SIO et améliorer l'état nutritionnel. Donc, on dispose de quelques armes thérapeutiques. Donc, il y a tout d'abord les règles hygiénodiététiques. Ensuite, il y a le traitement médical, c'est les dérivés nitrés, les inhibiteurs calciques, le Risordan bien l'Adalat. Il faut savoir que les résultats restent décevants avec ces traitements. On a tenté également les dilatations pneumatiques, bien l'injection intrasphinctérienne de toxines botuliques qui permet un relâchement donc, du sphincter. Et en dernier recours, donc, il y a le traitement chirurgical, c'est la cardiomyotomie extramuqueuse de Heller. Voilà. Maintenant, on arrive à la maladie des spasmes diffus. Alors, c'est un syndrome caractérisé par une perte intermittente du péristaltisme œsophagien. D'étiologie indéterminée, se manifeste par des épisodes de dysphagie et de douleurs thoraciques. Donc, avec un examen, avec un bilan cardiaque négatif. Elle touche surtout l'adulte de plus de 50 ans. Donc, la physiopathologie. Alors, c'est une hyperexcitabilité et hypersensibilité aux stimuli hormonaux cholinergiques et une hypertrophie musculaire. Donc, surtout, ça porte sur la musculature circulaire et longitudinale. Alors, cliniquement, c'est des douleurs, c'est une douleur thoracique, elle est marquée, intense, rétrosternale, à irradiation dorsale. Elle touche surtout, elle irradie vers le bras, les mâchoires. Donc, au repos, elle survient au repos ou lors de la déglutition, plus souvent nocturne que diurne. Elle est favorisée par l'émotion et le stress. Elle dure de quelques secondes à quelques minutes. Donc, elle ressemble à une douleur coronarienne aiguë. Alors, la dysphagie, elle est de degré variable. Ça peut aller d'un simple inconfort à une dysphagie sévère, souvent provoquée par l'ingestion de boissons froides ou gazeuses ou par des aliments collants déclenchés par le stress et les émotions. Donc, comparativement à l'achalasie, on ne retrouve pas de régurgitation, de décubitus ou d'altération de l'état général. Alors, pour ce qui est des examens complémentaires, donc on a la radiologie, elle est évocatrice, mais non spécifique. Donc, on retrouve un aspect, généralement, un aspect en tire-bouchon ou en pile d'assiette. Donc, un aspect en tire-bouchon ou en pile d'assiette. L'endoscopie, elle va montrer un aspect tortueux ou en vrille, donc de l'œsophage. Donc, il faut toujours pratiquer cette endoscopie pour éliminer un obstacle
Donc, généralement, on retrouve peu de débris alimentaires ni d'œsophagites de reflux. C'est pour donc, éliminer, pour faire la part des choses entre achalasie et maladie des spasmes diffus. Donc, il n'y a pas de débris alimentaires, voilà, ni d'œsophagite de reflux. La TDM, donc le scanner ou bien l'écho-endoscopie, c'est des examens qui permettent de caractériser donc une hypertrophie musculaire œsophagienne qui est fréquente et présente dans 30% des cas en moyenne. Et donc on apprécie l'extension en hauteur. La manométrie, c'est un péristaltisme, on retrouve généralement un péristaltisme normal au niveau du tiers supérieur. Les anomalies siègent préférentiellement au niveau de l'œsophage distal. Donc, au niveau de l'œsophage distal. Donc l'évolution, elle est intermittente. Donc on voit des signes fonctionnels par intermittence avec tendance à la stabilité. Il y a possible diminution des fréquences et avec bien de l'intensité dans le temps. Le traitement, il reste décevant. Donc il faut rassurer le malade sur le caractère bénin et fonctionnel. Donc ce n'est pas une douleur d'origine cardiaque, donc c'est pas une insuffisance coronarienne. Le traitement médical, donc son efficacité n'est pas démontrée. On peut proposer des anticalciques, des inhibiteurs de la pompe à protons, ou bien des dérivés imipraméniques, des injections étagées de toxines botuliques et bien la myotomie longue, plus ou moins un geste de reflux ont été proposés. Alors, pour ce qui est de l'œsophage casse-noisette, alors c'est une douleur thoracique d'allure angineuse liée à une exagération de l'amplitude et de la durée des ondes péristaltiques œsophagiennes. Donc là aussi, la manométrie va montrer des anomalies, donc un type d'amplitude des ondes péristaltiques œsophagiennes supérieure à 180 mm/Mercure, une propagation des ondes péristaltiques conservées. Parfois, la durée de ces ondes péristaltiques est augmentée, plus de 6 secondes, avec une relaxation du sphincter qui reste normale. Donc c'est des ondes propulsives, donc c'est des ondes d'amplitude, c'est des ondes amples. Alors, le diagnostic différentiel, il faut toujours éliminer une pathologie devant cette douleur pseudo-angineuse, toujours éliminer une pathologie coronarienne. Donc le traitement, ça reste donc à base de dérivés nitrés ou bien d'inhibiteurs calciques. Ensuite, on arrive à l'hypertonie isolée du SIO. Donc cliniquement, la principale manifestation clinique, c'est les douleurs thoraciques, la dysphagie associée à des symptômes de reflux dans 26% des cas. Le diagnostic, ça reste la manométrie. Le traitement, il est médical, donc similaire à celui de l'œsophage casse-noisette, anticholinergique, antidépresseur, tricyclique. Des thérapies cognitives comportementales ont été proposées, ou bien des dilatations, ou bien au ballonnet, et la toxine botulique a été également proposée. Maintenant, on arrive aux troubles moteurs secondaires. Alors, première pathologie à évoquer, c'est la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, c'est une maladie parasitaire, observée dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. L'agent pathogène, c'est un protozoaire appelé le Trypanosoma cruzi. L'évolution chronique de la maladie induit des séquelles irréversibles. Donc, la pathologie, donc une pathologie cardiovasculaire, donc ça donne des cardiopathies hypertrophiques. Gastro-intestinale, ça donne un méga-œsophage, un méga-côlon, et urinaire, un méga-urtère. Donc les manifestations cliniques et manométriques sont similaires à celles de l'achalasie. Le traitement n'est que symptomatique. Alors pour ce qui est des achalasies secondaires, ou bien ce qu'on appelle les pseudo-achalasies. L'achalasie secondaire peut survenir au décours du développement de certains cancers, alors, surtout l'adénocarcinome œsophagien et de la jonction œsogastrique. Donc ce qu'on appelle
une achalasie paranéoplasique. Donc l'installation des symptômes est plus brutale avec une évolution rapide et un amaigrissement important. Avec la triade classique, les symptômes évoluant depuis plus de 1 an, perte de plus de 7 kg, perte de poids de plus de 7 kg et un âge, donc surtout un homme de plus de 70 ans. Donc, il y a des signes endoscopiques suspects, donc c'est des ulcérations muqueuses, un aspect nodulaire, un défaut d'élasticité du cardia et l'impossibilité de franchir la jonction œsogastrique. Donc, c'est des signes endoscopiques qui doivent nous alerter. Voilà, s'il y a un doute, donc un examen TDM ou bien une écho-endoscopie permettent de visualiser l'infiltration tumorale sous-muqueuse de la paroi œsophagienne. Donc le traitement, ça va être le traitement de la pathologie sous-jacente. Alors, troisième diagnostic, c'est la sclérodermie. Donc la sclérodermie, c'est une maladie systémique. Donc c'est une atteinte œsophagienne se voit dans 76% des cas de sclérodermie. Typiquement, on observe donc qu'il y a un affaiblissement, voire une disparition des contractions dans les 2/3 distaux de l'œsophage et une hypotonie sévère du sphincter inférieur associée à un reflux gastro-œsophagien. Donc responsable d'œsophagite peptique, souvent compliquée de sténose. Donc la manométrie va montrer une hypo ou bien l'apéristaltisme des 2/3 inférieurs de l'œsophage avec hypotonie du SIO. Le traitement, c'est à base de mesures hygiénodététiques, d'IPP à forte dose ou bien, en dernier recours, la chirurgie anti-reflux. Pour ce qui est des autres maladies de système, donc on va uniquement citer l'amylose, la maladie de B7, les troubles moteurs au cours de pathologies neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique ou bien la chorée de Huntington. Les atteintes vasculaires et tumeurs des hémisphères du tronc cérébral, donc ça peut donner par paralysie du nerf vague. Les polymyosites, les dermatomyosites, les myasthénies, les dystrophies musculaires, bien le syndrome de Guillain-Barré peut être à l'origine d'une achalasie secondaire. Et tout ce qui est myopathie ou bien neuropathie périphérique, surtout le diabète ou bien l'alcoolisme chronique. Voilà, donc pour conclure, on va dire que les troubles moteurs de l'œsophage peuvent être primitifs ou secondaires. Les troubles moteurs primitifs de l'œsophage restent des pathologies rares, dont la symptomatologie n'est pas spécifique et le traitement difficile et décevant. Donc l'avènement de la manométrie de haute résolution a révolutionné le diagnostic de ces troubles moteurs, permettant de mieux les caractériser. Voilà.